Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens. Bonjour à tous et toutes, merci d'être présents donc pour cette table ronde. Je suis ravie aujourd'hui de co-animer cette table ronde avec David Ekel, donc le directeur de la CRES. Et également, je tenais à remercier donc tous les intervenants et les participants qui se sont connectés pour nous suivre. Moi, je me présente, je m'appelle Catherine Mazella, je suis chargée de mission RSO, sport santé et citoyenneté au sein du comité régional olympique et sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est moi qui vais animer et co-animer avec David aujourd'hui cette table ronde. À l'occasion de cet échange, on va évoquer aujourd'hui les interactions possibles entre le mouvement sportif et les entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, parce que oui, c'est possible. Donc le sport et achat responsable, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, pour commencer, pour introduire cette table ronde, je vais passer la parole à David. Merci David, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-nous pour ce petit retard. Le studio a été occupé par
jusqu'à maintenant par l'inauguration du salon. Pour approcher ces croisements entre sport et économie sociale et solidaire, juste un petit retour d'abord par l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire est définie depuis 2014 par une loi cadre qui s'appelle la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui définit le champ. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire? C'est une entreprise sous statut coopératif, associatif, mutualiste, fondation, fonds de dotation ou une société commerciale qui aurait la particularité de s'être fait immatriculer en tant qu'entreprise de l'ESS. Et malgré ces différents statuts juridiques, ces entreprises ont des caractéristiques communes. Elles ont des valeurs qui sont partagées, celles de solidarité, de liberté, d'égalité, et ensuite elles ont des principes communs. Je voudrais juste les réévoquer pour fixer et que chacun puisse se reconnaître dans ce champ de l'économie sociale et solidaire. Le premier principe, c'est que la personne et l'objet social priment sur le capital. Une entreprise de l'ESS, pour progresser, doit faire de l'argent, mais jamais, en aucun cas, l'argent, c'est-à-dire la valeur monétaire qu'elle crée au travers de son activité, doit suppléer son objectif, son objet social, qui est centré sur la personne et sur l'utilité sociale. La gestion de cette entreprise est collective. J'ai envie de dire, c'est pas parce que éventuellement dans certains formats juridiques de nos entreprises, il peut y avoir un sociétariat. Ce sociétariat n'induit pas la captation du pouvoir dans le fonctionnement de l'entreprise. On a l'habitude de dire dans le fonctionnement de nos entreprises, une personne est égale une voix, et peu importe si elle a mis de l'argent ou pas de l'argent dans son capital initial. Et donc le principe de décision est celui de la mise en place d'instances collectives pour gouverner ensemble le projet d'entreprise. Le troisième principe, c'est celui de la lucrativité limitée ou l'absence de lucrativité. Et là, encore une fois, quand l'entreprise crée de la valeur, ce qui est nécessaire pour sa durabilité, en fait, tous les excédents sont réinvestis dans le projet social ou sociétal de l'entreprise. Et quand elle constitue des réserves, ces réserves vont dans ce qu'on appelle des fonds impartageables. Dernier principe, c'est celui de solidarité et de responsabilité qui guide toute la mise en place du projet d'entreprise. Voilà pour un petit périmètre de ce qu'est le champ de l'ESS pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Alors, dans le champ de l'ESS, quelle place occupe le sport? Alors, le sport concentre un peu moins de 4% des effectifs salariés de l'économie sociale et solidaire. Vous me direz, c'est modeste, mais déjà un premier chiffre qui tend à avoir une autre importance de la place du sport dans l'ESS, c'est que plus de 16% de l'ensemble des établissements de l'ESS qui ont moins de 10 salariés sont dans le champ du sport. Donc quand on s'adresse dans le champ de l'économie sociale et solidaire aux petites entreprises du champ de l'ESS, on s'adresse pour une part importante du portefeuille à des entreprises qui sont dans le champ sportif. Mais la caractéristique majeure, je pense, en fait, de l'ESS dans le champ sportif, c'est que l'économie sociale et solidaire des organisations sportives, en fait, est le cœur historique du mouvement sportif. Il faut savoir que l'ESS dans le champ du sport concentre plus de 64% des effectifs salariés et 84% des employeurs de ce champ. Donc l'histoire du mouvement sportif, mais vous nous direz tout à l'heure Alain, en partie est née et a grandi de cette relation avec les entreprises de l'ESS de ce champ. Alors c'est pour là aussi mettre quelques enjeux en avant. Ces entreprises de l'ESS du mouvement sportif, elles sont aujourd'hui confrontées, de par leur identité d'entreprise de l'ESS, à de nombreux défis qui sont identiques aux autres entreprises. Je voudrais en citer quelques-uns. Alors d'abord, elles sont soumises à ce que j'appelle moi une double contrainte, celle de l'intérêt général. Elles ont un objet d'utilité sociale. Et en même temps, aujourd'hui, elles sont confrontées à une concurrence économique. Et donc, elles doivent gérer cette tension entre comment préserver mon intérêt général et comment me confronter de plus en plus à une loi du marché ou du
du quasi-marché. La particularité, par ailleurs, de toutes les entreprises de l'ESS, c'est que souvent, elles ont des modèles économiques, on va dire, hybrides. C'est-à-dire qu'elles doivent, à un moment, hybrider des natures de ressources bien différentes. Donc, de par leur objet d'utilité sociale, elles ont par ailleurs des valeurs éducatives et d'éducation populaire très fortes, qu'elles doivent là aussi chercher à préserver dans un champ qui est de plus en plus concurrentiel. On a l'habitude de dire que la première vocation d'une entreprise de l'ESS, c'est de permettre aussi à ses bénéficiaires de participer à son projet, et donc à comprendre aussi les dimensions économiques de son projet. C'est aujourd'hui très compliqué de le faire dans les tensions que je décris. Et enfin, la mesure de l'impact aujourd'hui se mesure vraiment, notamment dans les activités sportives, à la fois l'impact social, mais on demande aujourd'hui à tous les clubs sportifs d'être aussi efficaces économiquement, et il faut arriver à gérer ces deux champs-là. Et donc, c'est avec cette toile de fond qu'on a imaginé la table ronde d'aujourd'hui, en se disant qu'on a un enjeu, la CRES, la Chambre régionale des entreprises de l'ESS, et le CROSS, donc, qui représente le mouvement sportif, de pouvoir en fait construire des passerelles de plus en plus fortes entre ESS et mouvement sportif pour travailler les stratégies. Et on a trouvé, à la fois original et un peu innovant, de se dire qu'il fallait en fait emprunter au référentiel commun à toutes les entreprises un sujet, celui plutôt de la RSE et des achats responsables, pour l'investir aujourd'hui ensemble et voir qu'est-ce qui recoupait comme pratique et comme ambition. Voilà pour petit propos liminaire. Merci David, merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à monsieur Alain Aria, qui est donc le secrétaire général du CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour continuer cette introduction et vraiment nous expliquer en quoi le sport et RSO, ça fait bon ménage depuis un petit moment. Merci Catherine, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente Alain Aria, je suis le secrétaire général du comité régional olympique et sportif Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. À ce titre-là, j'ai le plaisir de piloter un petit groupe de travail au sein du CROSS qui est en charge d'appliquer, de mettre en pratique la politique des RSO, responsabilité sociétale des organisations, qui vient s'appuyer sur la RSE, qui s'applique pour le monde de l'entreprise, et nous, pour le monde associatif, c'est le O de organisation qui remplace le E de entreprise. Bien entendu, cette démarche-là, elle est pas nouvelle, et elle est depuis plusieurs années portée par le comité olympique national, le CNOSF, qui explique que mener une politique des RSO, mener une démarche RSO, c'est inscrire sa structure dans une démarche de qualité continue qui repose autour de 6 axes. Alors, je vais me permettre de les lire parce qu'ils sont assez longs, puis des mots sont assez forts pour pouvoir les retenir. 6 axes majeurs: définir et mettre en œuvre une gouvernance permettant d'assurer une conduite responsable et durable de ces activités. Promouvoir l'épanouissement social et professionnel ainsi que l'engagement de celles et ceux qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisation. Garantir le respect des intérêts, de l'intégralité physique et morale des pratiquants et des spectateurs, et les impliquer dans la démarche. Préserver l'homme en protégeant la biodiversité et les ressources naturelles dans la conduite de ses activités, la construction, l'entretien et l'exploitation de ses équipements sportifs. Assurer le respect de l'intégrité, des normes et des valeurs éthiques dans la conduite de ses activités, ainsi que dans la construction et l'implantation de ses équipements sportifs. Et enfin, promouvoir les richesses des territoires et contribuer à leur équilibre. Quand on voit ces 6 axes majeurs de cette définition de la politique RSO telle que le prévoit le comité national olympique, on voit bien quand même que cette notion-là, elle n'est pas étrangère au monde sportif, au monde associatif. Si on pouvait faire un petit peu jeu de mots, je dirais même qu'elle est inscrite dans l'ADN même de la pratique sportive et du mouvement associatif. C'est vrai, aujourd'hui, une pratique sportive, une activité qui est mise en place, elle véhicule tout un tas de valeurs et elle s'appuie sur des actions en faveur d'éléments très importants. L'éducation, l'égalité, le respect, la mixité, la cohésion sociale, la santé et le bien-être.
Ce sont des thèmes qui aujourd'hui, avec le contexte que nous traversons, prend son ampleur vraiment d'une manière tout à fait très très importante, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, l'une des difficultés par rapport à la crise que nous traversons, on voit bien que l'application du sport, la pratique sportive, la vie en association, en club, fait quand même manque à beaucoup de personnes et que cela a un impact sur la société, le moral, sur l'amorosité, etc., etc. Donc vraiment le vivre ensemble, qui est un peu, je pense, un peu le cœur de la RSO, le mieux vivre ensemble, ne peut être que porté par le monde associatif et par le monde sportif. Alors c'est sûr, le sport, il n'est pas étranger de l'environnement. C'est vrai que quand on parle RSO, on parle toujours, tout de suite, au début, biodiversité, environnement, milieu naturel. C'est vrai, le sport, il se fait dans un milieu naturel. Je ne vais pas ici faire la liste de tous les pratiques sportives qui ont lieu en mer, dans les airs, dans la forêt, la montagne, etc. etc. Mais également, alors c'est plus facile pour moi aussi d'en parler, mais même pour les sports de salle, hein, puisque moi je viens d'un sport de salle, l'environnement, ça peut être une salle, ça peut être un gymnase, ça peut être un dojo, ça peut être une salle de gymnastique, etc. etc. L'environnement ne s'entend pas que comme le milieu naturel, il s'entend aussi comme le milieu bâti et construit également. Donc effectivement, il est évident que la pratique sportive, elle s'entend dans son milieu, dans son environnement, quel qu'il soit. Et un deuxième point, un deuxième axe sur lequel je voudrais insister et revenir, c'est l'aspect associatif. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pratiques sportives s'exercent dans le cadre d'une association, loi 1901, d'accord, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui parfois aussi peut avoir, de par les fédérations, la délégation de participer à une mission d'intérêt général et de service public. Donc automatiquement, tout l'aspect sociétal, tout l'aspect relationnel, tout l'aspect gouvernance, transparence, égalité, porteur de valeurs, c'est bien dans le milieu associatif qu'elle se fait, qu'elle peut se faire également, au même titre qu'elle se fait dans les entreprises. Mais c'est vrai que la philosophie, l'esprit du monde associatif et de la loi 1901 vraiment met au cœur de ce dispositif les valeurs et les axes qui sont apportés dans le cadre de la démarche RSO. On le verra en fin d'intervention et de plateau. Le CROSS s'est entamé une démarche de RSO. On est donc là sur une démarche de structurer, de connaître, de vivre cette démarche RSO. J'y reviendrai un peu plus tard, mais cette démarche-là, elle a un fondement, elle a une histoire. Le CNOSF avait lancé il y a plus de 10 ans le label développement durable Le Sport s'engage, dont une nouvelle mouture a été présentée là récemment. Voilà. Et également vient aussi en appui sur une plateforme. Donc ils ont développé une plateforme RSO sur la première étape de laquelle chaque structure peut aller faire son autodiagnostic, de voir un peu où l'on en est, pour après peut-être faire un passage pour voir où est-ce que l'on veut aller. Mais ça, on le verra peut-être tout à l'heure. Voilà, merci. Merci beaucoup Alain pour cette présentation et pour cette fin d'introduction. Maintenant, je vais vous parler des 4 autres intervenants qui vont interagir avec nous lors de cette table ronde. Nous allons accueillir Madame Pascale Reding, qui est responsable des projets innovants à la Fédération ASPTT, Madame Anne-Charlotte Blanc, qui est responsable RSE à l'Olympique de Marseille, Monsieur Olivier Espagnac, qui est fondateur et président de la société EVA, et Monsieur Xavier Corval, qui est président de la société Ecosphère. Bonjour à tous et merci en tout cas de vous prêter à l'exercice et d'être parmi nous aujourd'hui. Notre échange il va se dérouler en 3 temps de parole. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre démarche aujourd'hui? On va commencer par Pascale Reding, si vous voulez bien commencer Pascale. Très bien, merci de me donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, alors je suis donc directrice des projets innovants à la Fédération des ASPTT. Donc les projets innovants, il y a la RSO, la responsabilité sociale des organisations, et le développement international. Je suis également membre du bureau fédéral et secrétaire général au niveau comité régional PACA Corse. Alors juste là, en quelques mots, la Fédération des ASPTT, c'est 200 000 adhérents, 220 clubs partout en France, dont 33 en PACA Corse et 12 comités régionaux.
voilà, j'irai pas plus loin. Alors, la RSO, juste en quelques mots, parce que je voulais faire un petit clin d'œil, la RSO, la SPTT, en fait, c'est une très vieille histoire. Les PTT, entre guillemets, ont été créés en 1879 et la SPTT a été créée en 1898, donc très, très peu de temps après. Et en fait, l'histoire de la SPTT, elle commence en 1898 à Bordeaux avec la création de l'Union cycliste des postes et télégraphes de la Gironde, qui a été fondée par des postiers qui ont commencé à faire quelques courses cyclistes de ville en ville. Et ensuite, ces postiers se sont dit, ils ont eu l'idée de se regrouper en associations sportives pour faire du sport et aussi pour apprendre aux autres à faire du vélo et aussi pour utiliser le vélo dans la distribution du courrier. Et ça me semblait intéressant, c'était un petit clin d'œil, parce qu'en fait, on retrouve bien les trois piliers. Moi, j'aime bien cette démarche, les trois piliers de la RSO, ça a été dit avant, hein. Mais il y a bien, certes, il y a le social-sociétal, il y a l'écologique, et il y a l'économique. Il y a bien ces trois dimensions-là qui sont vraiment trois piliers indispensables. Il ne faut pas les opposer. C'est tout à fait possible de les regrouper. Bon, pas d'inquiétude, hein, je vais sauter les étapes, hein, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la SPTT. Je voulais juste faire ce petit clin d'œil en fait, pour dire que c'est finalement une démarche qui ne s'appelait pas avant RSO, mais qui existe depuis longtemps, surtout dans le monde associatif, comme ça a été dit précédemment. Si vous voulez, je peux parler maintenant en fait de la démarche. C'est à ce moment-là que je parle comment on a initialisé la démarche ou Rapidement, oui, bien sûr, c'est un parler petit de la peu tôt. démarche pour après enchaîner Très sur les rapidement. étapes. Oui, oui. Allez-y. D'accord. Alors en fait, moi quand je suis arrivée il y a 2 ans. On avait déjà dans l'idée de vraiment développer une démarche RSO, d'en faire vraiment quelque chose d'important au sein de notre projet fédéral. Et on était parti au début sur des démarches qualité, mais qui sont souvent des démarches assez lourdes, compliquées, etc. Et on voulait surtout en faire un outil au service des clubs. Donc la RSO, on est parti plutôt que d'avoir des définitions compliquées sur lesquelles personne n'est vraiment d'accord. En fait, c'est quoi la RSO pour nous? C'est de ça qu'on est parti. C'est en fait augmenter le plus possible les impacts positifs d'une organisation sur l'ensemble de son environnement et ce qu'on appelle les parties prenantes, hein. Parties prenantes, c'est à la fois le personnel, mais c'est tout, c'est les collectivités, c'est les partenaires, c'est les entreprises, c'est tous les gens avec lesquels on travaille. Donc, finalement, la RSO, c'est quoi? C'est augmenter l'impact positif sur notre environnement et c'est essayer de réduire au maximum les impacts négatifs. Par exemple, mieux gérer les déplacements, etc. Il y a plein de choses. Donc, nous, on est vraiment parti de cette définition simple qui est compréhensible par tout le monde. On s'est aperçu, en fait, en faisant le diagnostic, qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient déjà au sein des associations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se faisait, mais ça ne s'appelait pas RSO. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est valoriser et formaliser en fait ce qu'on faisait en matière de RSO pour que ça constitue une base solide et ensuite pour aller plus loin. On voulait à la fois un dispositif simple, qui soit reconnu, parce que c'est bien aussi de se comparer avec les autres, qui soit adapté au sport, parce qu'il y a des tas de dispositifs, mais ce n'est pas forcément adapté à nos activités, et qui soit territorialisable, le mot est toujours compliqué, très très facilement. Donc, pareil, comme ça l'a expliqué précédemment, moi, je suis beaucoup en relation avec le CNOSF. J'ai découvert donc tout l'ensemble du travail qui avait été fait avec la plateforme du CNOSF, etc., qui est en plus adossée aux normes, et qui donc est vraiment une méthode simple pour rentrer dans la démarche. Comme l'a dit, donc j'aurais pas besoin de rentrer dans le détail, il y a 6 thèmes, il y a 6 thèmes sur lesquels on fait son autodiagnostic et ensuite, à partir de cet autodiagnostic, on construit un plan d'action. Voilà. Donc nous, on a fait quelque chose de très simple. On a testé avec une dizaine de clubs de toute taille. On leur a fait faire le diagnostic. On leur a expliqué. Il y a eu pas mal de questions. Et ensuite, là, depuis 1 mois, en fait, l'ensemble des clubs sont partis dans la démarche. En tout cas, sont entrés dans la démarche. Vous avez déployé du coup le dispositif. Je vous entends pas très très bien là. Ah, vous avez déployé le dispositif du coup à partir du mois de février. Voilà, après avoir testé pendant 2 mois pour bien ajuster, bien s'assurer que les questions étaient compréhensibles, etc. Mais globalement, franchement, le travail qui est fait était. Moi, je trouve que je le dis vraiment de façon très sincère, hein, le travail qui a été fait par le CNOSF est remarquable. Donc, en fait, on peut l'appliquer. Il est totalement adaptable au monde sportif. Les clubs au début étaient. Au tout début, ils disaient, oh là là, c'est encore un truc compliqué, etc. Ils se sont aperçus qu'en fait,
en déroulant les 20 questions. Il y a 20 questions, ce qui est quand même très, On très, en parlera très, peut-être très après, court, Pascal, hein. du coup, si vous On en voulez, parlera un petit peu après. ouais, d'autodiagnostic, du Voilà. coup, dans vos démarches. Non, non, pas de souci, c'est super intéressant, mais du coup, je pense que ça peut entrer aussi dans le deuxième temps de parole et je pense qu'on Oui, pourra oui, le oui, décliner. je suis un peu bavarde, hein, donc Non, vous pas me du tout, coupez c'est quand pas vous ce que je voulez. me permettais de vous dire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci pour cette présentation. On y reviendra tout à l'heure sans problème, ne vous inquiétez pas. Je vais passer du coup maintenant la parole à Anne-Charlotte Blanc, donc, qui est responsable RSE de l'Olympique de Marseille et qui va se présenter. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je vais remercier quand même la CRES et le CROSS pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir venir échanger et puis aussi mettre en avant aussi ce qu'on fait toute l'année. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'assiste à cette table ronde. Donc je m'appelle Anne-Charlotte, je suis marseillaise. Je travaille en fait au stade depuis 6 ans et 2 ans à l'Olympique de Marseille. Donc moi, j'ai une formation de juriste au départ, donc j'étais juriste en droit des sociétés. Et très rapidement, en travaillant pour la société d'exploitation du stade, je me suis aperçue que dans les discussions et les négociations contractuelles, nous avions de fortes attentes de la part de nos partenaires et puis des collectivités également, notamment la ville de Marseille, hein, qui est liée par qui lie le contrat avec qui lie le stade avec un contrat de partenariat privé-public. Donc des attentes en matière, on va dire, de RSE. Je vais pas rappeler ce que c'est la RSE, parce que je crois que ça a été quand même bien défini en introduction. Finalement, j'ai endossé cette deuxième casquette de chef de projet développement durable. Et puis quand l'Olympique de Marseille a repris l'exploitation, la gestion du stade, à ce moment-là, ils ont souhaité vraiment déjà continuer la démarche qui avait été initiée sur le stade, et surtout la développer. Et à ce moment-là, j'ai quitté ma casquette de juriste pour me consacrer vraiment à 100% au projet de développement durable, au projet RSE de l'Olympique de Marseille. Donc voilà un petit peu mon parcours personnel. Mais du coup, je suis arrivée au stade, on va dire, 1 an après son inauguration. Donc ce qui nous a permis de prendre en main cet outil dès le départ. Et c'est vrai qu'il y avait une volonté d'avoir un management aligné quand même avec, on va dire, les travaux qui ont été réalisés en tenant compte des exigences environnementales, mais surtout en essayant d'aller un petit peu plus loin sur ces attentes-là. Donc voilà un petit peu le départ. Pour les présentations, ce sera tout. Après, bon, pour l'Olympique de Marseille, je vous ferai pas l'affront de vous présenter le club. Voilà, c'est un club de football donc de Ligue 1 qui a 120 ans, plus de 120 ans, et qui d'ailleurs fédère et quand même un acteur de cohésion sur le territoire à Marseille très fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes convaincus du rôle que nous devons jouer en termes d'exemplarité et dans la conduite du changement sur ce territoire. Et donc, conscients de ce rôle-là, nous avons décidé déjà de nous structurer. Et pour ça, nous avons différents outils, peut-être que je vous présenterai dans un second temps. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Charlotte pour cette présentation. On va passer du coup à Monsieur Olivier Espagnac, fondateur de la société EVA, président. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Espagnac. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Olivier Espagnac, je suis donc le fondateur d'EVA, qui est l'acronyme de Entreprise de valorisation adaptée. EVA est une entreprise reconnue solidaire d'utilité sociale, qui a pour mission de créer des emplois pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Notre activité, c'est la seconde vie des équipements informatiques, de manière très pragmatique. On récupère aujourd'hui les équipements informatiques amortis des entreprises, des collectivités, des établissements publics. On va les reconditionner, les remettre en état et les rendre accessibles aux personnes ou aux structures les plus éloignées du numérique. On va faire en sorte qu'un minimum de choses soient jetées, un maximum de choses soient réutilisées. Et on a aussi une partie de notre activité qui est le recyclage, c'est-à-dire que tout ce qui ne marche pas est démantelé, trié, pour être recyclé et retourné aux matières premières. Ok, c'est super, merci Olivier. Merci beaucoup. Et on va terminer pour les présentations. On va terminer les présentations par Monsieur Xavier Corval, qui est donc le président d'Ecosphère. Xavier, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui,
très bien, je vous laisse vous présenter. Parfait. Bonjour à tous, merci au CROSS, merci à la CRES pour la structuration de cette table ronde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ecosphère, entreprise sociale qui 2012, qui s'est installée à Marseille en 2017 pour contribuer à relever le challenge du gaspillage et des déchets sur la région. On développe 2 types de programmes qu'on a adaptés depuis 2 ans au milieu sportif. Des programmes d'abord de lutte contre le gaspillage et de prévention de la production de déchets auprès des acteurs et publics, hors déchets BTP et déchets dangereux. Ça passe par des méthodologies de plus en plus profondes et poussées de diagnostic, de conduite du changement des process, de formation et de sensibilisation. On a créé en 2014 la première formation conventionnée, professionnelle, RSE, déchets, GASPI, qui est référencée Datadoc pour ceux qui connaissent le monde de la formation. Et puis ensuite, on expérimente l'ensemble de ces plans d'action pour aboutir à un 2e programme qui vise à valoriser les surplus et les déchets résiduels de la manière la plus performante possible sur les 3 plans économiques, social et environnemental, en structurant des réseaux smart de l'économie circulaire territoriaux, en améliorant aussi les dispositifs d'approvisionnement des acteurs de la solidarité et en s'appuyant sur des reportings, des indicateurs et une dynamique d'amélioration continue. Ce sont des méthodologies et des métiers que j'ai créés à partir de 2012, qu'on a appliqués d'abord à la grande distribution, puis au secteur événementiel, et puis en 2000, on a été sollicité et présenté à 2 acteurs sportifs, l'OM qui nous a sollicité, et puis les 24 heures du Mans, auxquels on a été présenté par un acteur traditionnel de la partie aval de ces programmes, le traitement des déchets, en l'occurrence l'entreprise Veolia, et a décidé de s'adresser de manière pionnière aux démarches pionnières de ces acteurs du monde sportif dans leur démarche de progrès en termes d'éco-responsabilité. En prenant en compte là aussi que la réduction du gaspillage et des déchets, l'économie circulaire, c'est très très rarement au cœur de leur modèle économique et de leurs activités. C'est pareil pour la grande distribution, c'est pareil pour le monde sportif, c'est pareil pour la restauration collective. Et donc, en considérant que l'accompagnement qu'on devait délivrer devait bien entendu être un accompagnement de solutions, un accompagnement de mobilisation qui s'inscrive dans cette marche de progrès, zéro culpabilisation, pas de radicalisme, c'est-à-dire que par exemple, on ne tague pas quand on est dans le monde du sport et du football, du rugby ou des tournois internationaux, d'abord au trajet des joueurs, des champions, des footballeurs, des rugbyman en avion. On s'attaque d'abord à ce qui se passe concrètement dans l'activité quotidienne de ces clubs sportifs, de ces grands équipements sportifs, de ces grands lieux d'activité sportive. Puis, on se réfère parfois à un certain nombre de chartes. L'OM vous en parlera, Anne-Charlotte vous en parlera. Il y a une charte des grands événements sportifs internationaux, la charte des GESI, qui a été coécrite par WWF et par la mission développement durable du ministère des Sports, qui aujourd'hui est une référence importante pour le monde sportif en termes d'éco-responsabilité. Il y a aussi les JO 2024 qui nous tractent vers une exigence environnementale très intéressante. Et puis il y a aussi des acteurs comme les 24 heures du Mans qui ont leur propre charte de référencement en termes d'éco-responsabilité. Et donc c'est cette volonté d'accompagner de manière pionnière des acteurs pionniers qui nous a permis de construire petit à petit depuis 2 ans des programmes qui ont été ralentis dans leur mise en œuvre par le Covid-19, puisque on ne fait pas de diagnostic déchets pendant les événements s'il n'y a pas de public, mais qui nous amènent progressivement avec ces acteurs à démocratiser et rendre performantes ces démarches d'éco-responsabilité. Merci Xavier, ne nous dévoilez pas tout de suite, il y a encore des choses à dire dans les autres, dans les autres tours de parole. Merci en tout cas à vous 4 de vous être présentés. On va passer justement à un 2e tour de parole, parce que moi je suis très curieuse et j'ai envie de savoir en fait quels ont été les éléments déclencheurs de cette prise de conscience, quel levier vous avez activé dans votre démarche, à vous tous. Que ce soit Olivier, que ce soit Xavier, que ce soit Anne-Charlotte ou Pascal, dans vos différents secteurs d'activité. C'est quoi votre concept, c'est quoi vos valeurs et qu'est-ce que vous mettez en place en fait
au sein de vos structures dans votre démarche RSE ou RSO. Pascal, je vous redonne la parole. Moins bavarde. Alors, ce qui a présidé à notre prise de conscience, bon, la prise de conscience, elle préexistait, hein, ça faisait un certain nombre d'années qu'il y avait, alors même si on n'appelait pas ça comme forcément la RSO, il y avait une vraie prise de conscience. Et puis, je pense que ça s'est accéléré avec le sentiment, et la crise est venue renforcer ça, la crise sanitaire, le sentiment qu'on ne peut plus faire les choses de la même façon qu'avant. On doit les faire différemment, on doit trouver des solutions. Donc l'idée, c'était de se dire, on regarde ce qu'on fait et on essaye de voir, comme je disais tout à l'heure, comment on peut augmenter les impacts positifs de notre activité et puis réduire tous les aspects plus négatifs. Donc l'idée, alors nous, notre politique, c'est vraiment faire une politique de petits pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ambitieuse, mais on a démarré parce que nous, on avait au niveau de la fédération, il y avait une prise de conscience assez forte. Et l'objectif, c'était dans un premier temps, et je pense que c'est vraiment la de base, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de montrer que c'est pas une contrainte. Parce que la première réaction, souvent, c'est ouh là là, encore un truc. Alors, que ce soit en entreprise ou en associatif, c'est encore un truc qui vient du haut, ça va être compliqué. Nous, on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse tourner la boutique et on n'a pas le temps de faire des trucs à part. Donc, en fait, le premier sujet, c'est de montrer que c'est pas des trucs à part, mais que c'est l'activité même, alors encore plus pour le secteur associatif, l'activité même et surtout la façon de la pratiquer qui fait la RSO. Donc en fait, la RSO, bah, c'est l'activité, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante parce que ça favorise la prise de conscience. Alors, ensuite, ce qu'on a choisi justement pour ça, on a fait un test. Moi, j'ai pris une dizaine de clubs de toute taille pour que ça soit représentatif, qu'on ne me dise pas, ouais, mais ça, c'est pour les grands clubs et ça marche pas pour les petits. On a pris donc une dizaine de clubs et on est passé par la phase d'autodiagnostic. En général, c'est vraiment très, très bien c'est de faire un autodiagnostic. Si on fait faire par l'extérieur, d'abord c'est très mal vécu, et puis les gens se l'approprient pas. Il y a encore des gens qui viennent, alors c'est un truc en plus, ils viennent fouiller, etc. Non, non, là on leur a dit, on a pris la grille qui a été très bien présentée tout à l'heure, et on a dit voilà, vous prenez, vous remplissez, vous le faites au sein du bureau. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un côté managérial, associatif, c'est-à-dire que vous partagez et vous faites l'autodiagnostic de sur la gouvernance. Je ne vais pas reprendre les 6 thématiques, hein, et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc ensuite, ça, on le partage. Et ensuite, à partir de ça, une fois que c'est partagé, que tout le monde est d'accord, ensuite, on l'intègre et on construit un plan d'action qui permet de répondre. Par exemple, si on n'est pas très bon sur un des axes, eh bien, ça permet de construire une action. Donc, c'est quelque chose, mais vraiment de très, très simple, hein. C'est autodiagnostic et ensuite intégration au plan d'action. Et nous, la fédération, on est là pour accompagner, expliquer. On a fait un guide, enfin, on a fait des choses assez classiques, hein, un guide de communication. On a mis en place une cellule. On est 2 ou 3, alors c'est pas à plein temps, hein, mais on est capable de répondre s'il y a des questions de compréhension, etc. Et voilà, on a fait quelque chose de très simple. On fait le pari d'ailleurs, ça, juste je vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est vrai que pour l'instant, notamment au niveau de la région PACA-Corse, eh bien, la région PACA-Corse, il y a 50% de nos clubs qui sont entrés dans la démarche. Alors, évidemment, hein, chacun en fonction de son rythme. Il y en a qui avancent, des plus gros clubs qui avancent plus vite, ou des petits clubs mais tout le monde a fait un pas dans la démarche. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'en plus, ça montre qu'on peut le faire, que tout le monde, que c'est pas un truc comme ça, in abstracto, conçu dans un coin, mais c'est quelque chose de très, très, de très concret et qui, en plus, un des arguments, c'est que, de toute façon, nos partenaires, nos clients, tous les gens avec lesquels on travaille, ils nous demandent maintenant d'avoir une politique RSO. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on développe. Et ça permet de progresser soi-même. Voilà. Merci Pascal, merci beaucoup pour ce petit retour d'expérience. Et à l'OM, du coup, ça se passe comment, Anne-Charlotte? Qu'est-ce qui a déclenché, vous, la mise en place de tout ça, cette démarche, cette stratégie? En fait, à l'Olympique de Marseille, beaucoup d'actions étaient initiées, en fait, de part et d'autre, par les collaborateurs du club, par la direction également. C'est vrai que
je veux dire, l'Olympique de Marseille œuvre pour la RSE finalement depuis de nombreuses années. Le problème venait plus du fait de manque de structuration. C'est un petit peu le bourgeois gentilhomme, on fait de la prose sans s'en apercevoir. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à centraliser ce qui était fait, à le mettre en valeur, à le construire dans un système de management responsable. Et c'est comme ça que l'outil, donc la norme ISO 20121, qui est la norme des Jeux Olympiques de 2012, donc c'est une norme internationale, c'est un des grands standards dans l'événementiel sportif, qui permet en fait de s'assurer d'un management responsable. C'est vraiment c'est une norme de management de projet. C'est pas du tout une norme qui implique d'atteindre des objectifs précis, mais c'est plutôt tout simplement voilà, consulter ses parties prenantes chaque année, s'auditer en interne, s'auditer en externe, mener des revues de direction, avoir un plan d'action lisible, avoir une image claire de la situation dans laquelle on est, des objectifs déterminés avec des indicateurs, suivre ces performances-là. Et en fait, c'est simplement finalement depuis 2017, l'Orange Vélodrome est le premier stade certifié ISO 20121 en France. Donc c'est assez remarquable, hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup communiqué encore sur cet événement qui est pourtant assez glorifiant, tout simplement parce que la stratégie aujourd'hui, c'est vraiment de faire avant de faire savoir. Voilà, une grosse crainte de tomber dans la communication et une vraie volonté d'être dans l'action. Donc on est aujourd'hui sur peut-être un tournant d'ailleurs, puisqu'on a la volonté désormais, on se sent prêt, on se sent les épaules en tout cas pour pouvoir maintenant diffuser les messages et mettre en avant vraiment les actions que nous portons depuis plusieurs années. Donc voilà pour la norme ISO 20121 qui vraiment voilà nous a aidé à nous structurer, non pas qu'on faisait rien avant, mais simplement à établir toutes ces actions disparates dans une entreprise au sein d'un système de management responsable qui est lisible et qui est clair et compréhensible pour nos parties prenantes. Donc ça a été le premier point. Ensuite, nous avons signé à double titre, à la fois en tant que site accueil d'événements et à la fois en tant qu'organisateur de grands événements, la charte du ministère des Sports et du WWF France, la charte des 15 engagements responsables qui, elle, va vraiment venir apporter du contenu à notre système de management responsable en nous donnant vraiment des objectifs à atteindre. Donc avec ces deux outils, aujourd'hui, on arrive à avoir voilà, le cadre et le contenu. C'est le premier point. Ensuite, une stratégie qui est beaucoup dans l'action et pas forcément encore dans la communication, même si évidemment notre fondation quand même communique sur les actions fondamentales qu'elle réalise, mais sincèrement, on a été plutôt discret sur tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant. Voilà un petit peu où on en est. Sur notre stratégie RSE, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, nous, on a décidé, bon, déjà, une politique RSE, c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est quelque chose qui bouge, qui est amené à évoluer. Nous, on la challenge et on se remet en question, mais perpétuellement. Donc, nous venons, par exemple, de changer dernièrement nos intitulés. Ça ne change rien. On est toujours sur des enjeux économiques, socio-sociétaux et environnementaux. Et c'est toujours le contenu reste le même. Les intitulés ont été modifiés, ainsi que la présentation, l'ordre de présentation. Avant, on disait par exemple donc 1, limiter notre empreinte environnementale, 2, être acteur du changement sur le territoire, 3, améliorer le parcours client. On s'est aperçu que souvent quand on parle de RSE, le côté environnement est très bien compris et beaucoup moins le côté peut-être économique et social-sociétal. Donc du coup, on a décidé d'inverser les choses. Et aujourd'hui, on a décidé de partir sur vraiment l'éthique du care et de la sollicitude, donc du bien-être. Et aujourd'hui, donc notre stratégie, elle repose sur 3 grands enjeux qui sont donc le bien-être de la communauté OM, le bien-être du territoire et le bien-être de la planète. Voilà nos 3 grands axes, 3 grands enjeux. Et à l'intérieur de chaque enjeu, on va retrouver des objectifs. Chaque objectif, on met en place des actions. Voilà, tout ça est cadré et structuré. Merci beaucoup Anne-Charlotte, merci pour cette présentation. On va passer à Monsieur Espagnac.
C'est quoi l'élément déclencheur, Olivier, de toute cette aventure, du coup? Un constat et une volonté d'apporter une solution pragmatique et concrète. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Donc, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le secteur associatif sportif. C'est un secteur que je connais très bien et dont je connais très bien les problématiques. Aujourd'hui, les associations, on leur demande beaucoup, de plus en plus, d'utiliser l'outil numérique et informatique dans leur gestion au quotidien, la relation avec les adhérents, la gestion des inscriptions, les licences, voilà, c'est des problématiques que tout le monde connaît bien. Et aujourd'hui, on a besoin d'outils informatiques pour faire ça. On sait aussi que dans les associations, c'est beaucoup le matériel des bénévoles qu'on utilise. Et l'idée d'EVA est simple, en fait, c'est de créer un cercle vertueux, de récupérer des équipements qui auraient dû être jetés, les remettre en état et permettre à des structures comme les associations sportives ou des associations d'autres champs de pouvoir s'équiper avec des outils performants, puisqu'ils ont, même s'ils ont été déjà utilisés, ils ont été remis en état. Donc de pouvoir utiliser des outils performants et surtout de s'équiper avec des outils informatiques et numériques à moindre coût, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est aussi, et encore plus dans la période qu'on traverse aujourd'hui, une vraie problématique financière pour les associations. Top, merci beaucoup Olivier. Xavier, c'est à vous, assez succinctement et synthétiquement, c'est quoi vos éléments déclencheurs? C'est quoi les leviers que vous avez activés? Et dans un troisième temps, on refera un petit tour de parole juste pour vous dire assez rapidement, je vous demanderai de me dire à tous les quatre, on terminera par Alain, un élément de bonne pratique. Je vais juste laisser, donc je vous laisse le temps de réfléchir pendant l'intervention de Xavier. Et on y reviendra pour clôturer du coup cette table avant qu'Alain ne la clôture définitivement. Xavier, c'est à vous. Il y a des valeurs fortes entre la RSE et l'économie sociale et solidaire d'une part, et puis les valeurs du monde sportif, celle de la responsabilité individuelle et collective, celle de la formation intergénérationnelle, celle de la loyauté, de l'action, des valeurs qui sont importantes pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la mesure où, par exemple, la collaboration qu'on initie avec l'OM ou avec les 24 heures du Mans correspond à un triptyque très emblématique en fait de l'activité d'une entreprise sociale qui consiste à apporter des solutions à des acteurs privés qui répondent à des enjeux d'intérêt général. Des enjeux régionaux pour la région sud, j'évoque ma partie, c'est-à-dire la réduction des déchets, connectés directement à des enjeux de biodiversité, de plan climat. Et je voudrais insister aussi sur un point en termes de méthodologie. Qu'on soit sur un autodiagnostic ou sur un diagnostic accompagné et professionnalisé, ce qui va compter pour une entreprise sociale, c'est de faire en sorte que cette pierre angulaire des démarches de RSE et de RSO, cette pierre angulaire qu'est le diagnostic, consiste à faire en sorte que ces diags, à la fois exhaustifs, sincères et acceptés. Et une entreprise sociale comme Ecosphère aura vocation, de par ses valeurs, à faire en sorte que le programme qu'elle va mettre en œuvre permette à l'organisation sportive d'être progressivement le plus en plus autonome en termes de process, en termes de culture interne sur ces démarches d'éco-responsabilité, de RSO, de RSE, et de faire en sorte que le programme d'accompagnement permette de pérenniser en fait ces nouveaux process, cette nouvelle culture interne, ces nouveaux modes de fonctionnement dans son organisation. Et donc j'insiste énormément sur cette méthodologie et puis sur le fait que là, avec ces acteurs, on soit à nouveau dans cette capacité de coopération tripartite entre un acteur, une entreprise porteuse de solutions et des enjeux d'intérêt général. Ok, merci Xavier, super pour cette petite présentation là de comment ça s'est déclenché et quelle a été la prise de conscience. Maintenant, je vais vous poser la question à tous les quatre. Si vous aviez un élément de bonne pratique à nous transmettre, à nous faire connaître, quel serait-il, Pascal? De bonnes pratiques d'action ou de bonnes pratiques, comment dire, de process? Celui qui vous paraît le plus pertinent, qui vous vient à l'esprit et qui vous semble le plus pertinent par rapport à la thématique.
Ouais, par rapport alors en termes de process, je vais pas revenir. Je pense que le fait de partir des choses très concrètes qui se font sur le terrain, puis de laisser les gens s'approprier, faire un autodiagnostic, etc. Je pense, je vais pas revenir dessus, mais je pense que ça, c'est vraiment la pratique qui marche et qui a visiblement des résultats. Les gens s'approprient les choses au fur et à mesure. Il faut que ça devienne partie prenante de tout ce qu'ils font, de la façon dont ils réfléchissent. Ça permet de réinterroger en fait tout ce qu'ils font, mais de façon simple. Et puis sinon, une idée, enfin un élément de bonne pratique, quelque chose. On a parlé du recyclage là, comment dire, des matériels informatiques. Et moi, je voulais parler du recyclage on a lancé un projet en interne qui est un projet très symbolique, même s'il paraît assez simple. C'est le recyclage des chaussettes. On travaille avec une association qui s'appelle les Chaussettes Orphelines ou les Chaussettes Solidaires maintenant. Et en fait, c'est une association qui récolte toutes les chaussettes. Les chaussettes, on a trouvé ça intéressant parce que c'est quand même un des symboles de l'activité sportive. Et surtout, il y a les 3 dimensions de la RSO dans ce programme, c'est-à-dire qu'il y a la dimension évidemment écologique, puisqu'on recycle des matériaux, il y a la dimension sociale, emploi, puisque cette association emploie des gens qui sont très très éloignés du monde de l'emploi, et puis il y a l'aspect économique, parce que ensuite, à partir de la matière qui est recyclée, eh bien ils font une gamme extrêmement importante. Je vous encourage à aller sur leur site de produits qu'ils revendent. Donc il y a bien les 3 aspects. Je pense que s'il y avait une chose à retenir, ça serait vraiment ça. Il faut que, si on veut qu'une démarche RSO fonctionne bien, il faut qu'il y ait les 3 dimensions écologique, sociale et économique. S'il y a un des piliers qui n'est pas là, eh ben c'est bancal et ça fonctionne pas. Voilà. Merci, super. Anne-Charlotte, un élément de bonne pratique. J'ai la même question. Ouais. J'avais la même question sur le côté process et action. C'est vrai qu'en termes de process, nous, on a cette habitude de consulter nos parties prenantes. C'est vraiment important de pouvoir les intégrer en fait dans le programme. Pourquoi? Parce que il faut que notre système y réponde à leurs besoins et à leurs attentes, afin que ce soit vraiment efficace. En termes de process aussi, je parlerai beaucoup de ce qu'on a mis en place, nous, en termes d'achat responsable, parce que ça va vraiment influencer, comme nous, on a été influencés à un moment donné par les grands organisateurs d'événements internationaux, comme les Jeux Olympiques, par exemple, à notre tour aussi de pouvoir porter cette influence sur d'autres entreprises et notamment nos prestataires. Donc c'est vrai qu'on a mis en place tout un système qui permet de garantir l'intégration de critères RSE dans la sélection de nos fournisseurs et de nos prestataires, avec plus ou moins de pondération. Est-ce que le prix, évidemment, reste un élément et un critère qui est pris en compte? Je suis pas du tout en train de vous vendre un gros mensonge, mais par contre, nous intégrons pour au moins 20% dans la sélection de nos fournisseurs et de nos prestataires cet aspect RSE, avec des bonus pour tout ce qui va être entreprise SAAT ou ce genre d'entreprise aussi, de l'ESS également. Donc c'est important les achats en matière RSE, parce que finalement on s'aperçoit que ça va influer à la fois sur aussi les déchets, influer sur nos parties prenantes, influer sur la conduite du changement. Pour le coup, elle se mène aussi par les achats. Voilà en termes de process. En termes d'action, on mène un plan d'action de plus de 150 actions, donc c'est difficile d'en choisir une plus qu'une autre. Mais j'ai envie peut-être de vous parler du coup de ce qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans maintenant au stade et que personne ne sait. C'est un tri sélectif à l'Orange Vélodrome, mais un tri sélectif qui n'implique pas le public à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons mis en place, donc nous avons mis 2 ans pour le faire, hein, parce qu'il faut savoir que quand on installe un compacteur dans un ERP comme le stade c'est une ville, hein, c'est 67 000 personnes qui se rendent au stade pendant 2 heures et qui repartent, qui vont manger, qui vont consommer, qui vont utiliser les sanitaires, qui vont se rendre avec leur voiture ou pas, hein, l'idée étant plutôt d'utiliser autre chose. Donc en fait on a voilà une ville entière à gérer pendant 2 heures. Donc on va retrouver toutes les problématiques d'une collectivité. Les déchets, donc ce qu'on a mis en place, une zone de tri qui a été mise en place donc il y a 2 ans, qui nous permet de trier, mais de trier, on va dire, en coulisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont que mes prestataires qui trient. Donc c'est mon prestataire nettoyage notamment qui ramasse en fait dans les tribunes et va en fait collecter les déchets, mettre à droite ce qui va à droite, à gauche ce qui va à gauche,
et ainsi de suite. Et c'est également mon prestataire de restauration qui va trier. Et à aucun moment, j'ai impliqué mon public. Et là, le grand projet que nous allons mener, je l'espère, dès que le public reviendra dans le stade, c'est comment on va inclure et éduquer, sensibiliser notre public à participer à cette gestion du tri, parce qu'aujourd'hui, on est limité dans nos résultats, c'est-à-dire qu'on arrive à une valorisation de 40%, un petit peu moins, on va dire 40%, mais on ne pourra jamais faire plus sans le public. Je veux dire, tout ce qui se passe en zone de préfiltrage, c'est-à-dire aux abords du stade, entre le moment où la personne présente son billet et arrive aux portes du stade, tout ça aujourd'hui, ça peut pas être collecté, donc ça ne peut pas être trié et donc ça ne peut pas être valorisé. Également, tout ce qui va être jeté dans la poubelle par le spectateur, je ne peux pas le récupérer. En fait, je récupère que ce qu'il jette par terre et tout ce qui reste dans les buvettes ou dans les espaces VIP où j'arrive à avoir la main dessus. Merci Aujourd'hui, beaucoup, c'est un vrai... Anne-Charlotte, je suis obligée de vous couper parce qu'en fait, on me dit dans l'oreillette qu'il nous reste 3 minutes. Donc, en 3 minutes, nous allons transmettre les bonnes pratiques et Alain dira le petit mot de clôture. Donc, Olivier, alors du coup, je vais vous dire, Olivier, Xavier, en un mot, la bonne pratique. Action. On s'adapte, action-réaction. Action concrète, ne jetons plus rien, tout se transforme, tout se réemploie, tout se réutilise. Xavier, en un mot, une bonne pratique. Prenante, là, sur les deux, intégration des parties prenantes fondamentales, sur les deux axes d'éco-responsabilité qui consistent à réduire les déchets, mieux les revaloriser et puis impliquer, sensibiliser les publics. L'intégration de toutes les parties prenantes est fondamentale. Le monde sportif, l'activité sportive, c'est une caisse de résonance et de formation qui est fondamentale pour les changements de comportement. Et donc, ce qu'on va faire ensemble avec l'OM est destiné à contribuer à changer les comportements sur le territoire de la ville de Marseille. Qu'on n'ait plus cette image en tête d'un parvis, d'un stade Orange Vélodrome, des alentours du parc Chano et du stade Vélodrome qui soit jonché de déchets à 500 mètres alentour après un concert ou un match. Ça, c'est la target, la cible, de telle sorte qu'on ait une expérimentation très innovante sur le territoire, qui soit facteur d'attractivité pour la région et facteur de transformation des comportements. Merci Xavier. Alain, le mot de la fin sur les actions du CROSS en termes de RSO? Ben, merci beaucoup, merci à tous pour vos témoignages et vos apports. Juste pour vous dire voilà, qu'aujourd'hui, effectivement, le CROSS a entamé une démarche RSO en son sein, qu'elle a positionné ça sur 3 axes. C'est déjà s'appliquer à soi-même et intégrer les changements que nécessite la mise en place d'une RSO pour pouvoir effectivement après derrière le faire savoir et après accompagner ses adhérents. Notre démarche est en 3 temps. Là, on est encore dans ce premier temps. On est en train d'être à cheval entre le 1 et le 2. On commence à faire savoir que l'on est engagé dans cette dimension-là. Notre participation aujourd'hui, d'ailleurs, je remercie la CRES d'avoir participé avec nous à cette activité. Et également de dire, voilà, une fois que nous, on sera passé par cette expérience-là, on sera mieux à même de pouvoir accompagner nos adhérents et les ligues régionales qui voudraient engager cette démarche. Et faire la promotion également des outils du CNO, la plateforme et le label développement durable qu'a introduit Alain tout à l'heure. On est un peu contraint par le temps. Voilà. Merci Pascal, merci Anne-Charlotte, merci Olivier, merci Xavier, merci Alain, merci la CRES pour cette invitation. À très bientôt. Il y a eu quelques questions, on vous les mettra à disposition sur la plateforme et je vous souhaite une très bonne journée. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit.
Solimut Mutuelle de France, Génération Solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, Génération Solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.